Bonjour et bienvenue à tous dans cette webconférence Sensorion consacrée aux résultats financiers 2023 en présence de Nawal Ouzren, CEO de Sensorion, Géraldine Honnet, directrice médicale, et Laurent Désiré, responsable du développement préclinique. Dans un premier temps, les dirigeants de Sensorion présenteront les résultats et feront un point sur l'activité de la société. Dans un second temps, nous ouvrirons la session des questions-réponses. Je vous rappelle que cette session est exclusivement par écrit. Nous vous remercions donc dès à présent, si vous le souhaitez, d'utiliser l'outil Conversation pour poser vos questions que nous relayerons aux dirigeants. Nous vous rappelons que cette webconférence est enregistrée. Elle pourra être réécoutée sur le site de Sensorion. Avant de passer la parole à Nawal Ouzren, je vous laisse prendre connaissance des avertissements légaux. Nawal Ouzren, la parole est à vous. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Bonsoir à tous. Merci pour votre intérêt. Donc, on est très heureux de partager avec vous les résultats financiers de 2023. Donc, Sensorion est une société de biotech au stade clinique pour laquelle on construit une franchise qui est concentrée sur trois aspects stratégiques. Le premier, c'est de pouvoir traiter la perte d'audition une fois qu'elle est intervenue. La deuxième stratégie, c'est de pouvoir prévenir la perte d'audition dans des situations où on sait qu'elle peut intervenir. Et le troisième pilier stratégique de la société, c'est la restauration de l'audition, notamment chez des enfants qui sont nés sourds. On a démarré ce voyage dans la thérapie génique en 2019. Ça a été vraiment un moment très important pour la société parce qu'on a signé un accord cadre très important avec l'Institut Pasteur, qui est une des institutions académiques qui fait le plus avancer la science de l'audition. Et le résultat de cette collaboration, c'est ces deux programmes de thérapie génique qui sont aujourd'hui en développement. Le premier, le 501, qui est concentré sur la restauration de l'otoferline, qui vient de recevoir la première autorisation de démarrer une étude clinique qui s'appelle Audiogène et pour lesquelles on va commencer le recrutement de patients et on va communiquer les données du premier patient au deuxième semestre 2024. Cette collaboration a aussi donné naissance à un programme très important concentré sur le gène GJB2, un gène très important parce que c'est le gène qui est responsable des plus grandes causes de surdité congénitale dues à des formes génétiques. On a sélectionné le candidat l'année dernière et on est en train de développer tout le dossier qui permettra une demande de soumission d'autorisation clinique au premier semestre de l'année prochaine. Une des approches stratégiques de Sensorion qui est assez différenciante comparée aux autres acteurs, c'est l'exécution de ces études prospectives d'histoire naturelle concentrées sur les populations pédiatriques et adultes pour pouvoir informer le design de nos études cliniques. Alors, au-delà de notre franchise programme thérapie génique, on a aussi une franchise avec le programme SENS 401 pour lequel on a eu des bonnes nouvelles au début de cette semaine. Le programme est aujourd'hui investigué dans 2 études preuves de concept. La première, c'est une collaboration avec Cochlear où SENS 401 était investigué pour préserver l'audition résiduelle chez les adultes qui peuvent être candidats pour l'implant cochléaire. On a atteint le critère principal de cette étude début de cette semaine. La deuxième étude en cours de développement, c'est la prévention de l'ototoxicité liée à la cisplatine, pour laquelle on a communiqué des résultats de sécurité et tolérabilité fin de l'année dernière. Donc, le produit est bien toléré, même dans cette population vulnérable, et le recrutement se passe bien. D'un point de vue financier, donc, vous avez vu pas mal d'actualités en termes de levée de fonds. Donc, sur les 6 derniers mois, on a levé un petit peu plus que 85 millions d'euros. 35 millions en août avec un round qui a été mené par Redmile avec la participation de nos actionnaires historiques Inus et Sofinova et une autre levée de fonds d'un peu plus de 50 millions d'euros en février 2024 avec nos actionnaires historiques et l'entrée de nouveaux investisseurs américains. Grâce à cet argent, nous avons assez d'argent pour continuer nos développements jusqu'à mi-2025. Alors ici, c'est une visualisation de l'approche stratégique de Sensorion. On est vraiment concentré sur l'opportunité de complémenter nos capacités. Donc, j'ai parlé de l'Institut Pasteur et de cette collaboration scientifique très importante, mais on travaille aussi très fort avec les équipes cliniques, notamment
avec le leadership de Necker, mais ces études d'histoire naturelle prospective pédiatrique, on a 10 centres d'excellence en Europe qui génotypent de manière systématique les enfants qui naissent sourds pour identifier les mutations GJB2 et otoferline. Et ces études vont notamment dérisquer l'exécution de nos futures études cliniques. Si on continue sur la prochaine diapo. Alors, c'est le pipeline avec ce que vous pouvez attendre de la société dans les prochains mois. Alors, en ce qui concerne la franchise de thérapie génique, donc le SENS 501, donc notre premier programme de thérapie génique pour lequel on vient d'obtenir les autorisations d'entrée en clinique en Europe avec la France comme premier pays. Il va y avoir un moment important au deuxième semestre 2024 avec la communication des données de tolérabilité, de sécurité et les données préliminaires d'efficacité sur le premier patient. En ce qui concerne la deuxième indication, GJB2, comme vous pouvez le voir, c'est un gène extrêmement intéressant, un gène impliqué dans 3 populations différentes. On est en train de travailler très très fort sur le dossier qui permettra une soumission réglementaire début d'année prochaine, au premier semestre 2025. Donc, exécution des études précliniques et aussi des études CMC, donc production des lots de tox et des lots cliniques. Et en ce qui concerne le SENS 401, donc on est très fiers d'avoir communiqué le succès de l'atteinte de notre critère principal d'efficacité pour cette première étude avec Cochlear. On va communiquer les résultats finaux au 3e trimestre 2024. Et pour rappel, Cochlear a une exclusivité pendant 3 mois après l'obtention en fait du rapport clinique final pour commencer à négocier une licence du SENS 401 pour pouvoir être utilisée dans cette indication. En ce qui concerne la deuxième étude clinique, prévention de l'autotoxicité liée à la cisplatine, on va communiquer les données préliminaires de sécurité et d'efficacité au Congrès mondial de l'audiologie qui aura lieu à Paris, la première fois depuis 50 ans, au 2e semestre 2024. On va passer maintenant en détail nos programmes respectifs et je vais passer la parole à Laurent Désiré, notre responsable des études précliniques. Merci Noël. Donc nous allons passer en revue les progrès dans nos 2 programmes, en commençant par le programme otoferline qui est au stade de clinique maintenant. Donc c'est un programme qui concerne les déficiences en otoferline qui sont responsables de surdité congénitale de nature sévère à profonde. C'est une indication qui est une indication rare, puisqu'en fait, le déficit en otoferline pourrait être responsable de près de 8% des cas de surdité congénitale, mais on pense, et on y reviendra dans la diapositive suivante, que c'est un bon pilote programme pour asseoir l'intérêt de la thérapie génique dans la surdité. Le second programme concerne les déficiences en connexine 26 dues à des mutations dans le gène GJB2, donc 3 indications sur lesquelles nous travaillons au niveau préclinique et en se projetant au niveau de la clinique. C'est un programme qui est beaucoup plus prévalent puisque les mutations perte de fonction du gène GJB2 sont responsables de près de 50% des cas de surdité congénitale non syndromique. Donc la prévalence de ces indications pourrait représenter 200 000 patients dans la forme congénitale et chez l'enfant. Et de manière intéressante, nos collaborateurs à l'Institut Pasteur ont identifié une mutation qui est responsable d'une forme presbycusique sévère, donc une surdité liée à l'âge intervenant à partir de 30 ans, sur lequel nous travaillons également. Dans ces 2 indications, il n'y a pas de solution thérapeutique. Le standard of care, c'est l'implant cochléaire. Et c'est pour la raison pour laquelle la thérapie génique peut changer la vie des patients et apporter une restauration de l'audition de nature physiologique, par opposition aux limitations des implants cochléaires. Diapositive suivante. Voilà, donc pourquoi est-ce que le programme GJB2 est un programme idéal pour débuter la thérapie génique dans l'oreille? Tout d'abord parce qu'au niveau de la biologie et de la pathologie, le déficit en otoferline est bien compris. On sait qu'il y a une déconnexion entre les cellules ciliées et le pathway auditif, donc la chaîne auditive, et qu'en restaurant la protéine, on va restaurer cette connexion et restaurer une audition physiologique.
Donc, on s'adresse ici à un programme qui a une autre spécificité pour les cellules ciliées internes, qui sont les cellules cibles de cette pathologie, avec, comme ça a été démontré dans les domaines précliniques et dans les récentes avancées cliniques, pas d'effet non spécifique attendu. Du coup, ce programme sera le programme pilote pour démontrer que la thérapie génique a un avenir et est une approche médicale pertinente pour le traitement des désordres génétiques de l'oreille. Permettra d'éduquer les régulateurs et les payeurs dans ce but pour ouvrir la voie au futur programme de thérapie génique derrière. Et concernant le programme Otoferlin, la plausibilité médicale et la population cible ont été confirmées par des désignations de médicaments orphelins, que ce soit aux États-Unis et en Europe, et la désignation de maladies pédiatriques rares. Donc, on a aussi, comme Nawal l'a indiqué, obtenu l'approbation de démarrer notre étude clinique en France. Donc, les indications pédiatriques ont un potentiel de blockbuster au niveau de la thérapie génique dans l'oreille. Diapositive suivante. Donc, si on passe au 10501, donc le produit thérapeutique pour traiter les déficiences en otoferline, il s'agit d'un vecteur adéno associé de sérotype 8 qui exprime la protéine otoferline humaine dans la cochlée. Et l'efficacité de ce produit est démontrée dans de nombreuses études précliniques réalisées en collaboration avec l'Institut Pasteur et en propre à Sensorion. Nous en montrons deux ici. Donc à gauche, il s'agit des premières études réalisées avec le prototype qui permet de réexprimer la protéine otoferline murine chez les souris jeunes, donc avant que le système auditif soit mature. Donc on utilise pour ces preuves de concept et ces données d'efficacité des souris qui sont déficientes en otoferline. Donc c'est un modèle translationnel qui est fiable et qui mime les pathologies que l'on observe chez l'humain. Donc, il n'y a pas d'autoferline qui est produite, il y a une surdité congénitale. Et lorsqu'on analyse les capacités auditives de ces souris, en utilisant le test ABR, qui est en fait une test de réponse auditive du tronc cérébral, qui est le même test qu'on va utiliser chez le petit enfant ou chez l'humain, donc un test qui est objectif et qui est utilisé en clinique. On s'aperçoit que les souris qui sont génétiquement invalidées pour l'otoferline, ici en rouge dans les courbes de gauche, sont sourdes congénitales à la naissance, complètement sourdes. Et lorsqu'on injecte ces souris à partir de 10 jours après la naissance, donc c'est la courbe verte, dès 4 semaines après l'injection du candidat, on observe un niveau d'audition qui est semblable à des souris normales. Et de manière plus intéressante, cette audition est maintenue dans le temps puisqu'on a démontré que l'audition était soutenue jusqu'à 1 an après l'injection, après une simple injection dans la cochlée de ce produit. Donc ça, c'était avec un candidat préliminaire de type prototype. Et à droite, le même type d'expérience a été réalisé chez ces souris avec le candidat médicament 10501, donc qui permet d'exprimer la protéine otoferline humaine dans ces souris. On observe également dans ces souris une restauration de l'audition que l'on observe avec 2 doses qui sont utilisées ici, une dose faible en bleu et une dose forte en vert. On observe que ces 2 doses sont efficaces à restaurer l'audition et cela se maintient dans le temps puisque les données qui sont montrées ici sont générées 10 mois après une injection intracochléaire. Donc, une efficacité démontrée dans le temps en dose-réponse et de nombreuses études de doses ont permis de déterminer une dose minimale efficace qui nous a permis de nous projeter sur une dose clinique pour la suite du développement de ce programme. Et à droite, il s'agit de montrer que les réexpressions de l'otoferline avec un immunomarquage qui est réalisé en blanc dans la cochlée. Donc, on observe un immunomarquage sélectif des cellules ciliées internes, donc la cible de cette thérapeutique, uniquement dans l'oreille injectée, mais pas dans l'oreille non injectée qui était présentée en dessous. Donc, une expression sélective de l'otoferline dans les cellules cibles de cette thérapeutique. Je vais maintenant laisser la parole à Géraldine Honnet pour la partie clinique de ce programme. Oui, donc comme déjà indiqué, donc nous avons obtenu l'autorisation pour notre première étude de thérapie génique audiogène en France. Donc c'est une étude de phase 1-2 pour laquelle on va faire une injection unilatérale dans la cochlée d'enfants qui sont âgés de 6 à 31 mois au moment de l'injection, et on va évaluer la sécurité, la tolérabilité, l'efficacité du traitement après cette injection unique. Donc on cible des enfants très jeunes, entre 6 et 31 mois, parce que ce sont lors des premières années de vie qu'on a le
pendant les premières années de vie, les enfants peuvent bénéficier au maximum de la thérapie génique, puisque c'est là qu'on peut acquérir le langage. C'est la population que l'on a ciblée. On a un design classique de phase 1-2 qui est en 2 parties. Donc, on a une première phase qui est une recherche de dose. On va tester 2 doses. On va tester 2 doses. Une première dose à laquelle on va inclure au minimum 3 patients. On aura un comité indépendant de revue de données après la première dose et ils vont fournir des recommandations pour passer à la deuxième dose. On a le même principe dans la deuxième dose, on va inclure au minimum 3 patients. Et après cette première phase de recherche de dose, on a un deuxième comité indépendant de revue de données qui va fournir des recommandations quant à la dose sélectionnée pour passer dans la deuxième partie de l'étude, qui est la partie d'expansion. Et on va, dans cette partie, recruter 6 patients supplémentaires à la dose sélectionnée. Donc en tout, on aura 9 patients traités à la dose thérapeutique. L'objectif principal de la première partie de l'étude est un objectif basé sur la sécurité et la tolérance du médicament. Et ce qui est important de noter, c'est que dans la deuxième partie de l'étude, la phase d'expansion de dose, cette fois-ci, on a un objectif principal qui est basé sur l'efficacité et on aura une mesure des potentiels évoqués auditifs chez ces petits patients. Et ces potentiels évoqués auditifs, c'est exactement la même mesure que les ABR que vous a présenté Laurent en préclinique. Slide suivante. Donc, où on en est de ce programme? On a effectivement complété le package préclinique, la fabrication du médicament s'est bien passée. On a le lot qui est maintenant disponible et libéré et qui est avec la quantité de produits nécessaire à la réalisation de l'étude clinique. Le système d'injection a aussi été développé et validé et l'autorisation obtenue en France. On continue en parallèle notre étude d'histoire naturelle qui va nous servir de réservoir potentiel pour l'étude de thérapie génique. Et l'objectif est de communiquer sur les résultats du premier patient au second semestre 2024. Je repasse la parole à Laurent pour le programme Connexin 26. Alors, dans le programme GJB2GT, il s'agit de restaurer la production dans la cochlée de protéine connexine 26 qui est produite par le gène GJB2. Donc, la protéine connexine 26 est une des protéines majeures de la cochlée qui est responsable de la formation de jonctions communicantes ou gap junctions, comme on appelle, qui sont en fait des canaux qui sont essentiels à l'échange dans les différents types cellulaires de différentes molécules responsables de l'homéostasie de la cochlée, comme les ARN, le glucose ou les ions qui sont nécessaires, par exemple, à l'audition et à l'homéostasie tissulaire. Il y a plus d'une centaine de mutations récessives qui génèrent une perte de fonction ou de niveau d'expression de la connexine 26 dans la cochlée, qui conduisent à une perte auditive et une surdité non syndromique, et qui peuvent être traitées par thérapie génique visant à remplacer le gène et restaurer des niveaux physiologiques de connexine 26. Et la gravité de la perte auditive dans ces pathologies est en corrélation avec le degré de perte de la fonction de GJB2 et du degré de perte de niveau de connexine 26 dans la cochlée. Donc à droite, où est exprimée la connexine 26? Donc, nous avons continué les travaux de la littérature pour déterminer précisément les types cellulaires qui expriment normalement cette protéine dans la cochlée. Donc on a déterminé ça dans des cochlées de souris adultes, dans des cochlées de primates adultes et confirmé ce qui était connu dans la littérature pour déterminer le spectre de sélectivité de cellules cibles pour lesquelles nous avons développé notre candidat. Donc notamment la connexine 26 est exprimée dans les cellules de soutien de l'organe de Corti, les fibrocytes du mur latéral, les cellules de la strie vasculaire. En revanche, il n'est pas exprimé dans les cellules ciliées. Donc c'est pour ça que notre candidat thérapeutique, nous l'avons développé d'une manière complètement indépendante du programme Autoferline, avec un vecteur adénoviral associé synthétique et une cassette d'expression spécifique pour atteindre ces différents types cellulaires avec la sélectivité requise. Diapositive suivante.
Un exemple ici réalisé, c'est le primate non humain, dans lequel on marque la connexine 26, pour lequel un petit peptide a été attaché pour la différencier de la connexine 26 androgène. Et donc, on s'attache à regarder les immunomarquages qui sont jaunes, qui corrèlent entre ces deux fragments protéiques. Et on observe, comme on l'avait identifié précédemment, que le candidat permet une distribution normale de la connexine 26 dans les cellules de soutien de la cochlée, dans la cochlée de singe, avec à droite l'ensemble du spectre de cellules qui ont été transduites et qui réexpriment la connexine qui est telle qu'attendue, donc avec notamment pas d'expression dans les cellules ciliées, ce qu'on souhaitait. Ce qu'on observait après des expériences réalisées après 3 semaines et 9 semaines après administration, c'est qu'aucun dommage morphologique de la cochlée n'a été observé et le produit paraît bien toléré chez les animaux jusqu'à 3 mois après administration dans des études préliminaires. Diapositive suivante. Donc, un des avantages de travailler en collaboration avec l'Institut Pasteur, c'est qu'on a accès au développement en collaboration de différents modèles qui sont très pertinents pour les indications que l'on vise, c'est-à-dire des formes congénitales, des formes progressives et des formes liées à l'âge, de perte d'audition liées à des déficiences en connexine 26. Et ici, on souhaitait montrer l'exemple d'un modèle murin très, très intéressant, car nous sommes les seuls à avoir accès à ce modèle dans le domaine de la thérapie génique pour la connexine 26, car il s'agit d'un modèle progressif. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un modèle de souris qui sont génétiquement invalidées de manière conditionnelle au niveau de la connexine dans la cochlée. Et ce modèle présente différents phénotypes. Donc, 1 mois après la naissance, quand on regarde les niveaux d'audition par test ABR, on observe que ces souris peuvent présenter 2 phénotypes. Tout d'abord, en rouge, en haut, des souris qui sont sévèrement impactées au niveau de leur audition dès 1 mois après la naissance, donc une forme congénitale, et en orange, des souris qui entendent normalement puisque leur niveau d'ABR est superposé à celui des souris contrôle en bleu. Cependant, ces souris en orange sont des souris progressives parce que 6 mois après la naissance, elles présentent une perte d'audition, comme indiqué ici sur le point 6 mois dans les graphes. Et cette perte d'audition progressive est liée au taux résiduel de connexine dans la cochlée, ce qui en fait un modèle progressif qui développe une fenêtre thérapeutique qui est pratique pour la thérapie génique. Un exemple en dessous, il s'agit d'une souris qui a été traitée après la maturation de son système auditif, donc dans une fenêtre thérapeutique qui est transposable aux jeunes enfants, dans lequel on observe que l'oreille non injectée en orange a progressé vers une forme sévère de surdité 10 semaines après le traitement, alors que l'oreille injectée en bleu est restée à un niveau d'audition semblable à des souris contrôle. Et à droite, lorsqu'on a immunomarqué la connexine 26 apportée par notre candidat thérapeutique, quand on compare l'oreille non injectée et l'oreille non injectée au niveau du signal connexine 26 en vert, on observe une restauration de la connexine dans les structures d'intérêt, ce qui atteste de la réexpression de la connexine apportée par le candidat thérapeutique en lien avec la prévention de la perte de la surdité dans cet animal. Donc, c'est l'un des modèles sur lesquels nous générons actuellement les données d'efficacité en parallèle à des modèles congénitaux et des modèles avec une forme de mutation qui est responsable de la presbycusie chez l'humain. Donc, nous présenterons ces données plus tard au cours du développement de ce programme. Où est-ce qu'on en est dans ce programme? Sur la diapositive suivante. Donc, le candidat médicament a été sélectionné l'an dernier. Nous sommes en train de réaliser les études précliniques réglementaires pour les demandes d'autorisation d'essais cliniques en deuxième partie de 2022. Et le développement de ce programme est soutenu par nos études d'histoire naturelle, autoconnexes dans le cadre des formes congénitales et liées à l'enfant, et dans le cadre des formes liées à l'âge, une histoire naturelle que nous avons soumise en collaboration avec notre partenaire Sonova. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Géraldine Honnet pour la partie Sens 401. Merci Laurent. Donc pour le Sens 401, nous avons 2 programmes, 2 études cliniques en cours. Donc la première est dans la préservation de l'audition résiduelle après implant cochléaire. Donc il faut savoir que quand on pose un implant cochléaire, souvent il nous reste de l'audition. Et le fait de faire la chirurgie, l'acte chirurgical et poser l'implant cochléaire va impacter cette audition résiduelle. Donc il est très important de trouver une solution pour préserver cette audition résiduelle.
Les chiffres clés que vous voyez sur la diapositive montrent que le marché de l'implant cochléaire est très important, avec 80% de pénétration de marché chez les enfants dans les pays développés et seulement 3% chez les adultes. Et cette pénétration qui est seulement de 3% chez les adultes est expliquée en partie par l'impact de l'implantation sur l'audition résiduelle. Slide suivante. Donc, nous avons une étude clinique en cours. On a communiqué que nous avions recruté tous nos patients. Aujourd'hui, les derniers patients sont encore en cours d'étude pour leur dernière visite, mais nous avons le résultat de notre critère principal de jugement qui a été atteint. Nous avons démontré, grâce à un prélèvement de périlymphe au niveau de la cochlée de chaque patient, que notre candidat médicament qui est pris oralement, hein, je vous rappelle, on prend le Sens 401 le matin et le soir, tous les jours. On a commencé dans l'étude clinique 7 jours avant la pose de l'implant cochléaire. Lors de la pose de l'implant cochléaire, on a fait un prélèvement de périlymphe au niveau de la cochlée et les patients ont continué à prendre le traitement. Et donc, les résultats du prélèvement de périlymphe s'affichent là sous vos yeux. Vous voyez que pour les hommes, ce sont les petites croix vertes. Donc, tous les patients qui ont été prélevés, leur dosage dans la périlymphe a montré que le Sens 401 était présent à des doses potentiellement thérapeutiques, donc au-dessus du threshold que vous voyez, au-dessus du seuil de 2 nanogrammes par ml. Et donc, on a pu ainsi démontrer et confirmer que le Sens 401 pris oralement traverse bien la barrière labyrinthique, qui est pourtant très imperméable et va bien cibler la cochlée. Et donc, on s'attend à avoir des résultats d'efficacité suite à la prise de ce traitement. Donc, ce jalon était vraiment très important pour nous et on communiquera plus tard au cours à mi-année, au cours du congrès mondial d'audiologie en septembre, des résultats beaucoup plus complets sur cette étude. La suivante. Donc ça, ce sont des résultats préliminaires sur les critères d'efficacité que nous avions communiqués au milieu de l'année 2023. Donc on avait à ce moment-là 5 patients dans le bras traité, qui est en vert, et 4 patients dans le bras contrôle, donc des patients qui avaient l'implant cochléaire mais ne bénéficiaient pas du traitement par Sens 401. Donc sur le graphe de gauche, vous avez l'évolution moyenne par rapport à la visite de baseline 6 semaines après implantation à une fréquence de 500 Hz, qui est la fréquence la plus importante pour l'évaluation du langage ici. Et donc, on a seulement... Donc, quand on pose un implant cochléaire, je vous ai dit, on va avoir une perte d'audition. Donc, on va perdre des décibels. Donc là, dans le bras traité en vert, on a perdu 12 décibels par rapport à avant l'implantation cochléaire. Par contre, quand on regarde le bras contrôle où les patients n'avaient pas de traitement, eux, ils ont perdu 33 décibels après la pose de l'implant cochléaire, 6 semaines après. Donc, on a une différence de 21 décibels entre les deux bras, ce qui est une différence cliniquement significative, puisqu'on sait que les autorités réglementaires au-dessus de 10 décibels considèrent que c'est cliniquement significatif. On a regardé aussi le même paramètre en regardant la moyenne des 3 fréquences 250, 500 et 750 Hz, c'est le graphe qui est sur votre droite. Et à nouveau, en regardant sur un spectre de fréquence plus large, on a 12 décibels de perte du côté des patients traités versus 26 décibels de perte chez les patients non traités. Donc, encore une audition, une préservation de 14 décibels, une différence de 14 décibels qui montre que c'est cliniquement significatif. Donc, ces résultats sont très encourageants et on a hâte d'avoir les résultats finaux pour cette étude. Donc, comme je vous le disais, donc les résultats finaux seront présentés au cours du 3e trimestre 2024. Et donc, on sait aujourd'hui, on a démontré que le Sens 401 passe la barrière labyrinthique et est présent dans la périlymphe et donc cible les cellules ciliées cochléaires, et qu'on a une différence significative déjà sur des résultats préliminaires à confirmer sur l'échantillon final de l'étude. Donc, l'autre indication pour laquelle on a une étude clinique en cours, c'est la prévention de l'autotoxicité liée au cisplatine. Donc, comme vous le savez certainement, le cisplatine, ça fait partie des chimiothérapies.
et c'est fréquemment prescrit dans certains types de cancers. Et donc, les patients qui reçoivent la cisplatine peuvent avoir une toxicité liée à ce traitement. Donc, chez les adultes, ça peut aller jusqu'à 50-60% des patients traités par cisplatine qui vont développer une surdité. Et chez les enfants, ça peut aller jusqu'à 90%. Donc, les complications de cette ototoxicité, c'est bien sûr les complications de la perte d'audition. Il y a aussi l'impact, ça peut aussi développer des acouphènes, des vertiges, avec un impact considérable sur la vie quotidienne. Et quand on parle d'une population pédiatrique, bien sûr, ça va avoir des conséquences encore plus dramatiques, avec des déficits dans l'acquisition du langage et dans l'apprentissage de la parole dans ces populations pédiatriques. Et puis, chez les adultes et aussi chez les enfants, mais il y a un isolement social. Et on sait maintenant aussi que la perte d'audition chez les adultes entraîne aussi un déclin cognitif et augmente le risque de démence et de maladie d'Alzheimer. Slide suivante. Donc, pour cette étude, où on en est, l'étude est en cours, on est en cours de recrutement. On a fait une première analyse de la sécurité du médicament chez les premiers patients traités, puisque c'est la première fois dans l'étude Notoxis qu'on traite, que les patients vont recevoir du Sens 401 pendant 11 semaines. C'est la plus longue période. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le profil de sécurité du traitement est toujours aussi bon. Le médicament est bien toléré et nous n'avons aucun signal d'alerte de sécurité. Donc, le recrutement est en cours, ça se passe bien. Et on va communiquer des résultats préliminaires de sécurité et d'efficacité lors du Congrès mondial d'audiologie en septembre 2024. Je passe la parole à Nawal. Merci Géraldine. Donc, si on fait un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé chez Sensorion depuis le milieu de l'année dernière, je pense qu'on a eu un bilan assez positif, que ce soit d'un point de vue exécution des programmes cliniques ou que ce soit au niveau de la levée de fonds. Donc, en août 2023, on a parlé de la levée de fonds de 35 millions d'euros. Ensuite, on a développé et continué à avancer nos programmes, que ce soit sur la thérapie génique ou le Sens 401. Donc, au deuxième semestre 2023, on a communiqué les résultats préliminaires de tolérabilité et de sécurité du Sens 401 dans cette population vulnérable qui souffre de cancer et qui est traitée en chimio. Donc, le produit est très bien toléré. Les patients arrivent à le prendre de manière compliant. En janvier 2024, on a obtenu le résultat de l'étude clinique du Sens 501 en Europe avec la France comme premier pays. On attend les approbations d'autres pays prochainement, dont la Grande-Bretagne. En février 2024, on a levé un peu plus de 50 millions d'euros auprès d'investisseurs américains principalement. Et au premier semestre 2024, donc début de cette semaine, on a atteint le critère principal d'efficacité du Sens 401 dans l'étude en collaboration avec Cochlear, où le produit atteint la périlymphe dans des concentrations jugées thérapeutiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de nous dans les prochains mois? Donc, on s'engage à travailler très, très fort pour continuer à exécuter. Donc, on a parlé de ce congrès mondial de l'audiologie au mois de septembre. Ça va être un moment extrêmement important pour la société. Tous les KOL vont venir, nos compétiteurs vont venir, les investisseurs vont venir. Donc, on va essayer de rendre ce moment important pour la société où on va communiquer beaucoup de données cliniques, notamment Sens 401 pour l'étude Notoxis, où on va communiquer les résultats préliminaires de sécurité et d'efficacité. On a aussi l'ambition de communiquer les premières données du premier patient 501, peut-être même du deuxième patient lors de ce congrès. Et ce que vous pouvez attendre de nous au premier semestre 2025, c'est le recrutement des 2 premières cohortes de patients pour le Sens 501. Ça sera vraiment en termes d'exécution de recrutement beaucoup plus rapide que les compétiteurs et la soumission des demandes d'autorisation de l'essai clinique pour GJB2, notre deuxième programme de thérapie génique. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et je pense qu'on va ouvrir la session pour les questions-réponses. Donc, je repasse la parole à Pierre-Louis. Merci Nawal, merci pour votre attention. Alors,
On a des questions à la fois sur les blocs conversation, le bloc Q&R, et puis des questions qui nous sont parvenues par écrit en amont. Peut-être une première question sur Sens 401. Pouvez-vous nous parler de Cochlear et des premières données de Sens 401? Nous savons qu'il doit avoir l'ensemble des données avant de prendre une décision, mais pouvez-vous partager votre sentiment quant à leur enthousiasme suite à ces résultats? Et combiner une autre question qui nous est parvenue par écrit, comment fonctionne, petit rappel sur le fonctionnement de l'accord d'option avec Cochlear. D'accord. Juste pour peut-être donner un petit peu de contexte à tous nos actionnaires, donc on a choisi le critère principal d'efficacité comme la présence du Sens 401 parce que, en toute honnêteté, en fait, Cochlear avait des doutes sur le fait que de prendre un médicament de manière orale pourra atteindre en fait la périlymphe à des concentrations thérapeutiques. Grâce aux travaux de l'équipe de Laurent et grâce aux études de phase 1, on était, nous, très confiants sur le fait que le produit passait et donc on s'est engagé sur en fait, la concentration du Sens 401 comme critère principal d'efficacité. Ça a été atteint pour 100% des patients. Donc ça, c'était un coût majeur. Bien sûr, alors pour Cochlear maintenant, ce qu'ils veulent continuer à confirmer, c'est que le Sens 401 permet de préserver l'audition résiduelle par rapport à la pratique médicale standard. Donc Géraldine, elle vous a présenté les résultats. Donc ce sont des résultats préliminaires, hein, donc 4 patients versus 5. Ces résultats sont extrêmement encourageants. Clairement, par rapport aux attentes des populations de patients ou même des agences réglementaires, 10 décibels, c'est critère significatif en fait, d'efficacité. Si j'augmente le son de 10 décibels, c'est que vous entendez en fait 2 fois mieux. Donc, alors en ce qui concerne l'appétit de Cochlear, donc on le cultive de manière très très forte. Donc, ce qu'ils ont eux d'un point de vue contractuel, donc ils ont une exclusivité de 3 mois au moment où Sensorion en fait leur fournit le rapport final d'études cliniques. Pour eux, les enjeux, c'est est-ce que en fait ils utilisent le Sens 401 pour en fait développer une électrode avec le Sens 401 comme coating, donc comme couverture, ou est-ce qu'ils vont sur un changement stratégique et vraiment développer un candidat médicament. Donc voilà ce que je peux partager avec nos actionnaires à l'heure actuelle. Alors, une autre question, toujours sur 401, mais cette fois dans l'autotoxicité, une question écrite qui nous est parvenue en amont. Allez-vous alors, quelles sont les prochaines étapes pour 401 dans l'autotoxicité et allez-vous aussi chercher un partenaire dans cette indication? Je vais passer la parole à Géraldine pour les prochaines étapes et peut-être que je reprendrai la parole pour les partenariats. Les prochaines étapes, donc on continue le recrutement qui n'est pas encore terminé. Et quand on aura finalisé le recrutement, il y a le suivi encore qui va prendre quelques temps puisque les patients reçoivent jusqu'à 4 à 6 cycles de chimiothérapie. Donc, c'est sur plusieurs mois de traitement. Donc, on a encore beaucoup de travail pour compléter l'étude et puis faire le suivi des patients et analyser les données avant de démarrer l'étude clinique suivante et pour laquelle voilà, peut-être qu'on cherche un partenaire, Nawal. Oui, c'est l'ambition de la société. Donc, pour être clair d'un point de vue stratégique, sur le Sens 401, aujourd'hui, pour continuer à avancer en fait sur les phases 2B, phase 3, on aimerait s'adosser à un partenaire pharma ou un partenaire medical device pour continuer à financer. Donc nous, c'est ce qu'on avait toujours dit. On a souhaité enrichir en fait le package de données en montrant le potentiel du Sens 401 dans une situation de prévention où les patients en fait prendraient le Sens 401 avant la chirurgie ou avant la chimio pour montrer que ça permet de préserver l'audition résiduelle ou de prévenir la perte d'audition pendant la chimio. Une fois qu'on aura montré ça, alors nos équipes business development seront sur la route pour essayer de trouver un partenaire et faire rentrer des financements non dilutifs pour continuer à avancer le développement de ce produit. Merci. Alors, on a maintenant pas mal de questions sur 501. Je vais les poser 2 par 2. Avez-vous obtenu l'accord pour un essai au Royaume-Uni et prévoyez-vous de communiquer dès que le premier patient sera recruté et que le traitement sera injecté? En ce qui concerne les approbations réglementaires pour la Grande-Bretagne ou d'autres géographies, on les attend prochainement.
Et en ce qui concerne recrutement, l'annonce du recrutement du premier patient, donc oui, la société va communiquer sur le recrutement, comme l'a fait nos compétiteurs. Mais je tiens juste à définir les attentes. Comme c'est une étude phase 1-2 très importante dans des maladies rares, donc la façon de communiquer les données, quand est-ce qu'on communique les données, c'est important d'un point de vue réglementaire. Donc on va attendre les congrès. Donc, je vous ai parlé de ce congrès mondial de l'audiologie, donc c'est une très grande probabilité qu'on va discloser en tout cas les données préliminaires d'efficacité. Quand on donnera un update sur le recrutement, ça sera du qualitatif, on l'espère, l'enfant va bien, la chirurgie s'est bien passée, nous voyons des premiers résultats, mais on quantifiera lors de présentation avec nos médecins en fait qui présenteront vraiment les données à ce moment-là, juste pour que les attentes soient bien alignées. Toujours sur 501 et sur le développement clinique de 501, est-il possible de ne pas faire de phase 3 et de s'appuyer sur les résultats de phase 1-2 pour une demande de mise sur le marché du médicament, puisqu'il s'agit d'une pathologie très rare? Géraldine, tu veux prendre cette question? C'est une très bonne question et c'est une possibilité parce qu'effectivement, c'est une maladie ultra rare. Après, ça va dépendre de la conduite de l'étude, de la réalisation de l'étude et des résultats. Donc, c'est quelque chose qui sera à discuter en fonction des résultats et du niveau d'efficacité qu'on aura démontré lors de cette étude. J'ai une question un peu technique toujours sur 501. Peut-on faire un point sur la propriété intellectuelle de 501 par rapport à celle des projets concurrents, donc Aquos, celle du projet, spécifiquement par rapport à celle du projet de Lilly Aquos? On a les brevets qui nous permettent de développer, donc il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Alors, une question sur 501, toujours assez technique. La phase d'expansion comprendra-t-elle une injection unilatérale ou bilatérale? Alors, la phase d'expansion, aujourd'hui, lors des discussions avec les autorités, on s'est mis d'accord pour soumettre un protocole avec une injection unilatérale, mais basée sur les résultats de la phase d'escalade de dose. Il est fort possible qu'on puisse démarrer la phase d'expansion en injection bilatérale. Donc, encore une fois, ça va être en fonction des résultats qu'on va observer chez les 6 premiers patients traités aux 2 premières doses. Mais si les résultats sont bons, effectivement, on pourrait démarrer avec une injection bilatérale pour la phase d'expansion. Je passe à GJB2. Nous avons plusieurs questions. D'abord, est-il prévu de faire une demande d'essai clinique pour les 3 populations mentionnées? Est-ce que la surdité congénitale sera priorisée au vu des effets sur le langage des enfants? Et puis, est-ce que cette demande d'essai sera en Europe ou aux États-Unis? Alors, en ce qui concerne le choix des indications, on vous updatera une fois qu'on aura choisi l'indication. Donc, à ce stade, comme Laurent vous l'a présenté, on a des modèles précliniques qui nous permettent en fait d'évaluer l'efficacité et la tolérabilité du candidat dans les trois indications. Les études aussi d'histoire naturelle qu'on réalise d'un point de vue pédiatrique ou d'un point de vue adulte permettront d'informer aussi cette décision, juste pour qu'on soit clair dans le budget qu'on vous présente et dans la guidance qu'on vous donne jusqu'à mi-2025, c'est le financement d'une étude clinique dans un premier temps. Donc, et là, par contre, on vous informera au moment où on soumettra la demande d'autorisation, on sera très clair sur le choix de l'indication à ce moment-là. Et sur les géographies, alors vous avez vu en fait Sensorion, on a une stratégie réglementaire en fait en séquence pour justement pouvoir bénéficier, on va dire, des avancées et des évaluations risques-bénéfices des différentes géographies. L'ambition de la société, en tout cas pour les programmes de thérapie génique, c'est des développements mondiaux. Donc, même si vous ne voyez pas les US dans une première vague, il y a l'ambition quand même de filer des IND aux États-Unis au moment approprié, en valorisant le package, notamment en Europe ou dans le reste de l'Europe. Alors, nouvelle question sur GJB2. Est-ce que l'essai 500 permettra d'avoir un retour plus rapide des agences réglementaires pour le démarrage de l'essai GJB2? Entre parenthèses, le délai pour obtenir l'accord de démarrer l'étude 501 fut relativement long.
Alors, il est long, mais il est assez standard pour ce qu'on appelle les ATMP, hein, donc les programmes de thérapie génique. En plus, c'est une combinaison, donc ATMP plus nouveau système d'injection. Donc, je peux vous dire, la barre qu'il fallait sauter, elle était immense, hein. Souvent, je disais à l'équipe, là, ce que vous avez réalisé, c'est d'avoir envoyé un requête, de l'avoir fait revenir. Donc, on a vraiment tenu les timings, on a répondu aux questions le plus vite possible et je pense qu'on est assez standard par rapport à ce qu'on appelle les ATMP, donc les programmes de thérapie génique, thérapie cellulaire, etc. On ne sait pas, on espère que, comme vous le dites, la revue de JJB2 sera rapide. Mais c'est quand même une indication difficile, comme Laurent vous l'a expliqué. Il faut être très spécifique, il faut contrôler l'expression. Donc, on espère que les autorités seront beaucoup plus éduquées sur le choix des critères principaux d'efficacité, etc. Mais c'est difficile de juger, en tout cas proactivement, de comment les autorités réglementaires reverront le dossier. Concernant GJB2, verrons-nous plus de données précliniques cette année? C'est prévu qu'on communique plus de données cette année, effectivement, en préclinique. Et quelle est la proportion d'implantation cochléaire dans les formes plus tardives de surdité liées à GJB2, sachant que voilà, il n'est pas possible d'utiliser des thérapies géniques post-implantation? Pardon, j'ai pas entendu le début. Quelle est la proportion d'implantation cochléaire dans les formes plus tardives de surdité liées à GJB2? Alors aujourd'hui, quand vous regardez en fait le développement de la perte d'audition dans les formes progressives, dans un premier temps, en fait, les enfants ils entendent, ensuite ils sont candidats pour des aides auditives, et quand les formes deviennent sévères à profondes, ils deviennent candidats pour l'implant cochléaire. Donc malheureusement c'est l'évolution. Ça prend du temps, mais c'est ce qui se passe en fait d'un point de vue d'histoire naturelle. Alors, une question assez longue, mais que peut-on dire de l'indication du syndrome de Usher? Je ne vous lis pas la question parce qu'elle est très longue, mais envisagez-vous la possibilité de démarrer une ligne de recherche dans cette indication, syndrome de Usher de type 1? Alors, on avait un candidat en collaboration avec l'Institut Pasteur, le Usher type 1G. Vous vous rappelez, c'est sûr que pour Sensorion, on aimerait faire quelque chose pour Usher parce que c'est une population où le besoin médical il est extrêmement important. Laurent, est-ce que tu veux commenter sur la fenêtre thérapeutique de ce qu'on a vu au niveau préclinique dans le syndrome de Usher, peut-être? La fenêtre thérapeutique, c'est vrai qu'elle est précoce et il y a aussi la difficulté d'adresser à la fois la vision, l'audition et la perte d'équilibre, pour lequel il faut des vecteurs qui adressent la majorité de ces trois indications. Donc, voilà, on considère ce programme-là, c'est un programme qui est difficile, mais pour l'instant, on priorise GJB2 à l'heure actuelle. Une question qui vient d'arriver, savez-vous où en sont vos concurrents sur GJB2? Alors, d'après les informations que nous avons, on est leader, hein, on est le plus avancé sur GJB2, en tout cas à notre connaissance. Laurent a présenté lors de l'ARO, donc un des gros congrès scientifiques au début d'année, il a eu ce qu'on appelle une présentation podium, ce que les compétiteurs n'ont pas eu. Après, on reste humble et concentré, hein, c'est des grands groupes, donc ils sont capables d'avancer très vite, mais c'est une indication très complexe et là, on voit vraiment la grosse valeur ajoutée d'avoir l'Institut Pasteur qui a une connaissance très très fine de la biologie en fait de l'oreille interne et notamment de la connexine 26, de son rôle, d'où la protéine est exprimée dans quelle cellule, à quel niveau, etc. Et après les modèles animaux comme Laurent l'avait expliqué dans sa présentation, ils sont très difficiles à développer et c'est un peu un puzzle qu'il faut construire pour pouvoir montrer que les programmes de thérapie génique fonctionnent. Face à des questions plus financières. Suite à votre levée en février, vous aviez à peu près 84 millions en liquidité. Pouvez-vous donner un peu de détails sur l'utilisation de ces fonds? Donc, il y a un commentaire avec un horizon cash fin juin 2025. En supposant que la majeure partie ira en R&D, cela signifierait que vous seriez proche du triplement des dépenses R&D sur 2024-2025. Commenté, merci 2023. Est-ce qu'il faut imaginer les coûts de développement clinique de GJB2 dans ces mêmes métriques? Alors, oui, par rapport à notre budget, ce que vous voyez, en fait, c'est probablement un tiers du budget, c'est GJB2. Donc, oui, une accélération, en fait, des dépenses
extrêmement importante pour GJB2. GJB2, avant en fait une entrée en clinique dans un programme de thérapie génique, rien que la tox et la production, c'est des millions d'euros. Hein. On ne parle même pas des centaines de millions, c'est des millions d'euros. Donc un tiers GJB2, l'autre tiers c'est Otoferline. Donc là maintenant l'entrée en clinique, hein, donc un programme mondial. Donc ça coûte relativement cher. Et puis ben, le reste, c'est faire atterrir les études SENS 401 et le GNA, le dernier tiers. Souhaitez-vous procéder à une cotation au Nasdaq ou préférez-vous être adossé à une grande pharma? Alors, bien sûr que le conseil d'administration nous demande de nous préparer à toutes ces options. Donc aujourd'hui, on travaille sur toutes les options. La première option, c'est de continuer à développer et financer la société de manière indépendante. Et ça va vouloir dire, quand la société est prête, une potentielle cotation sur le Nasdaq. On n'est pas prêt. Et quand on le sera, on guidera le marché à ce moment-là. Mais c'est une des options sur lesquelles on est en train de réfléchir. L'autre option, comme vous le dites, et on l'a vu suite à l'engouement en fait de Lilly autour d'Aquos, Regeneron qui a racheté Decibel. Regeneron était un actionnaire assez significatif de Decibel. La thérapie génique revient un peu en odeur de sainteté aux États-Unis. On a entendu Peter Marks, patron de CBER, qui parlait justement de la thérapie génique et d'essayer d'accélérer les développements et les approbations de ces thérapies géniques. Donc, d'autres pharmas sont curieuses. Donc, ça peut être un autre scénario, bien entendu, que soit on fasse un accord de partenariat, soit potentiellement que Sensorion soit racheté à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, nous, on se concentre sur ce qui est dans notre contrôle. Donc, ce qui est dans notre contrôle, c'est continuer à communiquer, pouvoir lever de l'argent pour avancer nos programmes, cultiver les relations avec les pharmas, les différents partenaires, leur dire ce qu'on fait, les éduquer sur l'aire thérapeutique, leur parler des prochaines données pour qu'ils soient au courant. Voilà, on essaie de se créer de l'optionnalité. Une dernière question qui était parvenue par écrit. Question Joker. Que pensez-vous de la valorisation boursière actuelle de Sensorion? C'est difficile pour un CEO de commenter la valorisation de la société, puisqu'il y a des choses qui sont dans notre contrôle, ce qu'on est en train d'essayer de faire. Il y a des choses qui le sont moins. Aujourd'hui, on est assez content de l'évolution du cours depuis la dernière levée de fonds, enfin les 2 dernières levées de fonds. Voilà ce que je dirais sur la valeur de la société. Nous arrivons au terme de cette webconférence. Nous vous remercions d'y avoir participé. Nous vous remercions également pour vos questions. Nous vous rappelons que cette conférence pourra être réécoutée et sera mise en ligne sur le site de Sensorion. Je laisse Nawal conclure. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre soutien et votre intérêt pour Sensorion. Je peux vous dire, on pense aux patients tous les jours, mais on pense aussi aux actionnaires, les petits porteurs et les gros actionnaires qui nous soutiennent dans cette épopée. Donc, nous continuerons à communiquer de manière régulière, comme on a commencé à le faire l'année dernière. Donc, merci encore et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous.